existe, d'après nous, globalement deux sortes de films. Les films passe-partout, ceux qu'on aime bien apprécier et que le visionnement nous divertit, mais sans plus. Et puis, il y a les films que nous considérons personnellement comme l'apothéose cinématographique absolue. Ce qui est merveilleux, c'est qu'ils sont tous différents pour chacun d'entre nous. Le film qui nous fait vibrer à partir de la moelle, cette œuvre remplie de justesse et de beauté qui nous inonde et nous remplit d'une émotion incontrôlable face à une œuvre si parlante, si éloquente pour vous. Lorsqu'un film vous marque à vie, lorsque la trame sonore parfaite d'un chef-d'œuvre peut retentir à n'importe quel moment tellement elle est ancrée dans vos souvenirs, lorsqu'un film vous fait frissonner et pleurer simplement en pensant à une scène précise et qu'elle vous revient dans les moindres détails en une fraction de seconde. Aujourd'hui, mes amis, je vais vous parler de ce genre de film, avec très certainement celui qui m'a le plus marqué à vie, et je remercie ma mère de me l'avoir fait découvrir, car c'est avec lui que j'ai pu comprendre le sens du mot « amour ». Nous allons parler d'une œuvre franco-allemande, le César des Césars, Le Vieux Fusil. Film réalisé par Robert Enrico et projeté pour la première fois le 22 août 1975. Et oui, c'est reparti et cette fois-ci c'est toute qu'une aventure. Bref, bienvenue encore une fois dans mon salon. Le Vieux Fusil est un film réalisé par Robert Enrico, né le 13 avril 1931, fils d'immigrants italiens qui passe toute sa jeunesse à Toulon avant d'entrer à l'IDHEC. Dans les années 50, il réalise plusieurs reportages télévisuels pour ensuite rentrer plus sérieusement dans le monde du cinéma en devenant monteur puis assistant réalisateur. Ce n'est qu'en 1955 qu'il voit sa carrière décoller grâce à son court-métrage Jeanne, film très remarqué lors de son passage au Festival de Venise en 1956. Mais c'est en 1962 qu'il connaît un incroyable succès grâce au court-métrage La rivière du hibou qui fait le tour du monde, ayant même passé dans la fameuse série Twilight Zone. Film donc qui est maintenant considéré comme un classique du genre. Son premier véritable long-métrage fut La Belle Vie, sorti en 1963, film sur la guerre d'Algérie qui obtient le prix Jean Vigo. C'est le grand acteur italien Lino Ventura qui lui apporte ses deux premiers grands succès commerciaux. D'abord avec Bourvil dans Les Grandes Gueules en 1965, puis en duo avec l'incomparable Brigitte Bardot dans Boulevard du Rhum en 1971. Et il ne perd pas de temps, non, il enchaîne directement avec Un neveu silencieux, téléfilm qui sortira en 1973 en salle, chose très rare à l'époque pour une production de la télévision française. Après plusieurs adaptations littéraires et quelques téléséries dans les années 80, il se voit confier une grosse mission. Cette mission est la mise en scène de la première partie de La Révolution française, Les Années-Lumière, sorti en 1989, film officiel du bicentenaire de la Révolution française. La deuxième partie étant réalisée par Richard T. Efron, réalisateur de télévision américain. Dans les années 90, Enrico ne tournera plus que deux films, Vent d'Est en 1991, suivi 8 ans plus tard de Faits divers sorti en 1999, et qui est son dernier film. Le 13 avril 2001, c'est un cancer du poumon qui va mettre fin à une carrière prolifique et à une vie remplie de passion. Entre 1956 et 1999, c'est pas moins de 28 films, 5 grands documentaires et 3 téléséries. Ce qui n'est pas rien. Mais dans toute son œuvre cinématographique, son chef-d'œuvre ultime, du moins pour notre part, reste Le Vieux Fusil, qui obtient en 1976 le tout premier César du meilleur film, ce qui imposa Robert Enrico comme un réalisateur incontournable. Le film commence simplement et doucement avec les notes de cette mélodie si parfaite composée par François Deroubaix, qui a, soit dit en passant, fait toute la bande sonore du film. Le premier personnage qui apparaît à l'écran est celui de Clara, joué par l'irremplaçable Romy Schneider. Romy Schneider qui a commencé sa carrière à 15 ans seulement et qui a pu participer à plus de 50 films en carrière.
Et on va le dire, elle a eu quand même la chance d'interpréter le rôle de la princesse Sissi dans la fameuse trilogie sur cette princesse légendaire. Trilogie réalisée par l'Autrichien Ernst Marischka. L'apparition de Clara est donc suivie par celle de Florence, jouée pour cette scène-ci par Catherine Delaporte. Apparition faite à vélo sur un chemin de campagne. Elles sont suivies et rejointes par le docteur Julien Dandieu, alias le grand Philippe Noiret. Il a joué dans plus de 150 films, oui, participé à plus d'une vingtaine de projets télévisuels, récompensé plus d'une quinzaine de fois pour son grand talent, fier chevalier de la Légion d'honneur française. C'est donc, pour ceux qui ne connaissaient pas cet homme, un monument du cinéma français. Et cette image de cette famille en balade à vélo freeze durant 1 minute de temps. 1 minute à regarder cette image de cette belle famille avec le chien Marcel. Et c'est reparti, zoom sur visage, coupure sonore, tic, tac, tic, tac, tic, tac. On rejoint Clara dans sa chambre de Montauban en 1944. C'est donc sous le bruit des bombes qu'elle semble attendre, accompagnée de sa fille apeurée, le retour de son mari, Julien. Julien Dandieu, qui est docteur chirurgien à l'hôpital Saint-Jean et qui est aux prises avec de lourdes charges émotionnelles ainsi que des problèmes éthiques intenses. Non seulement le manque de ressources médicales commence à se faire sentir via les restrictions militaires, mais lui et ses collègues ont pris certains blessés qui sont activement recherchés par les autorités. Oh la mauvaise idée! L'inévitable arrive donc. Tout à coup, l'hôpital est envahi par la milice française recherchant un activiste bolchevique. C'est un Dandieu calme, mais visiblement écœuré, qui les accueille. Face au manque d'ouverture d'esprit du docteur, et surtout grâce à sa phrase maintenant culte « Je ne fais pas de politique. Je soigne les blessés. » que celui-ci reçoit des menaces le concernant, lui et sa famille. La milice emporte donc leur butin, mais laisse un docteur inquiet. De retour chez lui, c'est une famille inquiète et soulagée de le voir revenir à la maison. François, l'ami et collègue de Dandieu, joué par Jean Bouise, un habitué des films de Robert Enrico, est aussi là à tenir compagnie à Clara et à veiller sur la famille de son ami. C'est seulement à lui que Dandieu peut s'ouvrir et raconter ce qu'il endure professionnellement et personnellement, conscient que sa famille ont beaucoup d'autres soucis avec la menace de la guerre qui plane tout autour. C'est sous le conseil de son ami François que Julien Dandieu décide de faire partir Clara et Florence en province, au hameau de la Barberie, à la première heure le lendemain matin. Dandieu, lui, décide de rester en poste à l'hôpital durant quelques jours avant de venir les chercher de longs jours, de longues heures, de longues nuits, loin de sa famille, trop proche de l'hôpital et trop proche de la guerre. C'est donc au bout de 5 jours d'attente que Dandieu décide d'aller les rejoindre, ses amours, sa vie. En sortant de la ville, Julien constate que les soldats plient bagages assez rapidement et il constate aussi que la campagne qu'il avait en souvenir est toujours bel et bien ce qu'elle était. Rien n'a changé. Route caillouteuse et champs à perte de vue, si après cette musique si douce de Roubaix que Dandieu arrive enfin au hameau de la Barberie. C'est dans un village silencieux, calme, qu'il se retrouve, ce qui n'est pas normal. Et puis vint la découverte du premier corps, ainsi que de tout le village, massacré à l'intérieur même de l'église de la paroisse. Ni une ni deux, Dandieu veut aller s'assurer que sa femme et sa fille sont bel et bien saines et sauves. Mais il y a toujours la présence de soldats nazis et allemands dans l'enceinte de la Barberie. C'est lorsqu'il fait le tour en éclaireur qu'il apprend, voit, comprend et imagine toute l'horreur que sa femme et sa fille ont dû endurer. C'est le corps de Florence, abattu d'une balle, que ses yeux aperçoivent en premier. Mais c'est bel et bien à la vue du corps carbonisé de Clara que la nature de la justice expéditive de Dandieu se crée, l'imaginant préalablement violée sous le regard de sa fille. C'est à ce moment-ci que l'on peut constater toute la qualité du montage, des images tournées, mais surtout de la bande sonore qui nous plonge immédiatement dans l'émotion de cette scène troublante. C'est ici, maintenant, que la vengeance, la haine profonde, la folie et la dualité de Julien Dandieu va ressurgir.
C'est au milieu des dizaines de cadavres des villageois que Dandieu trouve quelques minutes pour vivre difficilement son deuil affreux. Et c'est ici que la particularité temporelle du film vient faire sa première aparté. Ce film est entrecoupé de visions de la mémoire de Dandieu, des souvenirs qu'il a avec sa famille, mais plus précisément avec Clara. Nous allons donc remonter dans sa mémoire jusqu'au moment de leur première rencontre. Il faut comprendre une chose, ces souvenirs sont la seule chose réelle et tangible qui reste à Julien Dandieu. C'est donc au sommet du clocher de l'église que Julien Dandieu va chercher le vieux fusil de chasse de son grand-père. Fusil bien graissé, avec de vieilles cartouches de chevrotine bien scellées. Son prochain instrument de prédilection pour sa prochaine opération, c'est-à-dire mettre sa vengeance à exécution. Les flashbacks nous servent aussi à nous faire comprendre que ce sera très certainement grâce à sa connaissance des passages secrets de son château, de son architecture et de ses couloirs que les astuces de Julien Dandieu vont fonctionner. L'une des scènes les plus troublantes et malaisantes du film, c'est lorsque, caché derrière le miroir sans fond du château, Dandieu peut enfin voir les meurtriers de sa famille et du village. Non seulement il met un visage sur chacun d'entre eux, mais il assiste aussi impuissant au viol culturel de son pays. Il les aperçoit aussi en train de se divertir devant un film de sa famille en vacances. Film qui ravive un souvenir qui nous en dit long sur la relation entre Julien et Clara et surtout sur l'amour inconditionnel qu'il lui livre depuis la première seconde du film. Souvenir qui se passe lorsque Florence avait 8 ans. Petite précision, lorsque Florence a 8 ans dans le film, elle est interprétée par Caroline Bonhomme. Où on y apprend alors que Clara n'est pas la mère de Florence, mais bel et bien le deuxième mariage de Julien, et que malgré tout, Julien ne peut s'empêcher de se demander pourquoi Clara l'a aimé autant. C'est bien entendu après une nuit horrible que Julien peut enfin voir ses plans de vengeance prendre forme. C'est suite à la disparition d'un des soldats dans le puits et suite à la chute du second officier nazi dans l'effondrement du pont reliant le château au village que la peur et la panique commencent à prendre du côté des soldats allemands, qui sont du coup sûrs et certains qu'une dizaine de partisans sont dans les sous-sols. S'ensuit une course folle dans les passages et souterrains du château, course qui est remplie de sueur pour Dandieu et qui passe à maintes reprises, très proche de se faire retirer. Suite à cette escarmouche, c'est lors de son petit repos bien mérité qu'il se fait surprendre par un soldat l'ayant suivi. Mais ce n'est pas ce geste animal qu'est la façon dont Julien le tue qui est le plus dérangeant dans cette scène. Non, c'est plutôt lorsque les sympathisants passant par là lui demandent s'il est seul et si les nazis sont partis. Eh bien, il leur répond... Oui, ils refusent même leur transport pour partir de là. Donc, Julien Dandieu veut massacrer à lui seul les hommes qui sont responsables de l'effondrement de sa vie. Assouvir sa soif de vengeance et étancher sa haine. Bref, il est reparti, mais c'est lors d'une de ses attaques qu'il est à son tour blessé au bras gauche et ses lunettes cassées. Une fois son pansement fait et l'irrévocable discours de résiliation du SS restant à ses soldats, les souvenirs se font de plus en plus difficiles à vivre pour Julien. Il revit constamment le doute qu'il a déjà eu et la peur en fait que Clara puisse un jour à son tour l'abandonner. C'est suite à sa sortie à découvert pour aller chercher ses lunettes de rechange dans sa chambre du château qu'il se fait voir par un soldat. Bien entendu, le temps que les autres rappliquent, Dandieu est déjà dans les murs et contemple les soldats le cherchant désespérément. C'est après avoir noyé les 2 derniers soldats que Dandieu tombe sur un lance-flamme abandonné. Désarmé, seul, abandonné, le SS se regarde dans le miroir, prêt à se donner la mort. Oupsie, pas le temps. Vengeance faite, c'est un homme silencieux que François retrouve. Et c'est seulement une fois dans la voiture que Julien Dandieu se rend plus ou moins compte de ce qu'il vient de faire, de ce qu'il vient de vivre, de ce qu'il vient de perdre. Et c'est ainsi que finit le vieux fusil. Malade. Épique. C'est juste parfait comme fin. Alors.
Si vous cherchez sur Internet des informations sur ce film, la première chose que vous allez très certainement trouver, c'est qu'il a été partiellement inspiré par le massacre d'Oradour-sur-Glane, survenu le 10 juin 1944. Ce petit village de la Haute-Vienne en France, qui a vu sa population se faire massacrer par un détachement du 1er bataillon du 4e régiment de la Panzergrenadier der Führer, appartenant à la Panzerdivision des Reich de la Waffen-SS. Il s'agit du plus grand massacre de civils commis en France par les armées allemandes, assez semblable dans les faits à celui de Distomo en Grèce, perpétré, lui aussi, le 10 juin 1944. Vous trouverez aussi très certainement la possibilité que la thématique au cœur du récit ait comme origine une anecdote racontée au scénariste Pascal Jardin. C'est l'histoire d'un paysan revenant chez lui qui, après avoir découvert le cadavre de sa femme violée, tua le soldat allemand qui était toujours dans sa cave à vin. Le but de Robert Enrico est très certainement de faire ressentir ce qui se passe dans la tête et dans le cœur d'un homme qui vient de perdre l'être aimé de façon brutale, injuste, violente. Vous allez aussi rapidement apprendre qu'à sa sortie, les gens étaient mitigés. Le film va diviser la critique cinéphile, et oui, en deux clans. Certains vont dire à Robert Enrico qui tient un discours abject sur la Deuxième Guerre mondiale, et l'autre partie, en fait, vont dire « Mais mon Dieu, c'est obscène, c'est indécent, et c'est complètement invraisemblable, ton scénario. » Ouais, pis on lui reproche aussi la longueur et la lourdeur des flashbacks. Ben voyons donc. Et surtout, on lui reproche le manichéisme du film. Et c'est un peu normal, hein? Protagoniste, antagoniste. C'est le principe de base du Rape and Revenge. Vous allez aussi trouver une milice de la vérité temporo-cinématographique qui ont à peu près une liste de 45 points expliquant pourquoi le vieux-fusil est une abomination culturelle et historique, citant souvent haut et fort que la violence faite aux villageois n'est pas assez réaliste et que les soldats nazis et allemands sont beaucoup trop caricaturés et imbéciles. Et pourtant, d'un autre côté, le film nous situe très bien dans le temps, soulignant à quelques reprises que nous sommes en plein durant le débarquement de Normandie, que la retraite allemande allait donc s'amorcer. Il intègre aussi très bien le fait que le titre de médecin donnait beaucoup de privilèges et que médecins allemands et français se côtoyaient. Il soulève aussi le point que les soldats allemands de la Waffen-SS volaient, pillaient, buvaient français. Vous allez aussi très probablement tomber sur des critiques plus élogieuses et peu élaborées sur ce film. Bon, quelques exemples. Je l'avais détesté, car, effectivement, ne reposant que sur les émotions. Mais c'est parce que c'est à quoi tu t'attends quand tu t'en vas au cinéma? Toi, tu t'attends à ce que le film ne te fasse pas vivre d'émotions. Hein? T'aimes pas ça des émotions. T'aimes ça sortir du cinéma puis faire « Ah, il était bien plate ce film-là. Hey, on y retourne dessus, let's go! » Je suis vraiment tombé de haut en le découvrant. Sorti de cette émotion, ça n'a pas grand-chose à proposer. Mais sérieux, what the fuck? C'est quoi vous avez avec les émotions? Vous aimez pas ça? Vivre des émotions? T'es là au cinéma, hey, man, j'aime pas ça, le film me fait vivre des émotions. T'es-tu sérieux? Ah oui, je me sens vraiment pas bien. Ben on s'en va, c'est de la grosse dompe. Et personnellement, tout ceci me frustre un peu. Et oui, parce que tout simplement, ce film, et là, attention, spoiler, ce film est un film. Et oui, ce film est donc un film. C'est un film. Il est donc issu de ce qu'on peut appeler le monde de l'art. Et dans ce monde, attention, autre spoiler ici, la principale caractéristique, c'est l'imagination. Mais oui, l'imagination. Imagination. Imagination. Oui, d'accord, le film n'a pas été tourné à Oradour-sur-Glane. Il a été tourné en grande partie à Bruniquel. Charmant village qu'il vous faut de visiter et de découvrir un jour ou l'autre dans votre vie, même si vous n'êtes pas fan du film. Ben oui, je sais, c'est encore les soldats nazis puis les soldats allemands, les méchants de l'histoire, mais c'est pas de ma faute. Cette histoire aurait pu avoir comme trame de fond n'importe quelle autre guerre. Ben oui, je sais que c'est une histoire basique, classique de vengeance qu'on voit depuis les années 30. Ah non, mais justement, c'est un des seuls exemples de Rape and Revenge made in France. Et ben, pour faire ça dans ces années-là, il fallait un réalisateur hors pair. D'accord, je l'admets, il y a des flashbacks qui sont un petit peu trop longs.
Mais ils sont tous pleinement justifiables, émotionnellement et scénaristiquement parlant. Très, très à propos. Oui, ils ont effectivement brûlé une partie du château historique de Bruniquel. Brûlé même un petit peu plus que prévu, hein? Occasionnant une petite poursuite de l'ancienne propriétaire. Hein? Pour vrai de vrai. Mais de vrai, là. Pichato! Mais tout ce que j'ai lu de négatif sur ce film ne prend souvent pas assez en considération l'ensemble de l'œuvre. Et c'est certainement la chose la plus importante quand on s'assoit devant un film, quand on regarde une toile, quand on écoute un album. Le vieux fusil n'a pas été présenté et classifié comme il le devrait. C'est, à mon avis, la principale cause de la déception ressentie par certaines personnes à leur premier visionnement. Il manque toujours un mot à la description. Je vais donc le rajouter. Le vieux fusil est un film d'amour. Ayant comme trame de fond une histoire sordide, affreuse et inconcevable, très romancée, de la Seconde Guerre mondiale. Le vieux fusil est un film où le principal sujet abordé, c'est l'amour. L'amour entre Julien Dandieu et sa Clara intemporelle, entre deux êtres pris en temps de guerre. C'est un film qui traite aussi de l'amour paternel et familial, et aussi des souvenirs attachés à la vie simple et belle que doit avoir une famille aimée et aimante. C'est un film qui centralise les événements sur la perte d'un amour puissant, sur la perte d'une vie de famille remplie d'amour, sur la réaction possible de n'importe quel humain face à cette situation. Et c'est à travers quelques flashbacks que l'on comprend que pour Julien Dandieu, l'amour c'est une drogue. L'amour c'est ce qu'il fait vivre. L'amour, pour lui, c'est Clara et Florence. Il vit l'amour, pour lui, c'est une folie. Et c'est justement face à cette folie d'amour perdue qu'elle se transforme peu à peu en folie meurtrière, en une folie vengeresse. Malgré le fait que ce soit Lino Ventura qui était au tout début supposé prendre le rôle de Julien Dandieu, la réunion de Romy Schneider et Philippe Noiret fait sans nul doute office de génie. Dit maintes et maintes fois, mais je le répète, le duo choc de Romy Schneider et de Philippe Noiret est d'une beauté, d'une force, d'une logique éblouissante, et surtout par leurs différences flagrantes. Ce décalage temporel et artistique entre Noiret et Schneider se ressent évidemment à l'écran, et c'est exactement là le génie de la chose. La guerre étant imminente, ces deux personnes opposées se lieront d'amour pour ne pas vivre seules ces moments de haine, et c'est peut-être même le sujet principal du film. Je crois vraiment qu'on va avoir la guerre. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Vous voulez m'épouser? Le vieux fusil, ou l'histoire d'un homme généreux et timide qui tombe follement amoureux d'une déesse extravertie. Durant tous les flashbacks où Julien se remémore ses instants de bonheur, c'est non seulement l'amour qui laisse place à la haine et au vide, mais aussi la folie qui prend le dessus sur la joie de pouvoir avoir ses souvenirs. Comme si, non seulement, chaque image remémorée devienne des cicatrices, mais aussi un lourd poids à porter, car dans la tête à Dandieu, c'est bien clair, c'est lui qui a insisté pour qu'elle se réfugie là-bas. On peut aussi s'arrêter sur le fait que Dandieu, au début du film, cache des blessés recherchés par la milice française. Blessés qui sont à l'origine d'attaques ayant tué des Français. Mais Dandieu, ayant signé et accepté le serment d'Hippocrate, les soigne, s'occupe d'eux et s'inquiète même de leur sort. Vous savez pas ce que vous voulez. S'ils reviennent, ils le prennent, ils le tuent. Puis nous, ils nous coffrent. Démerdez-vous, bon Dieu. Serment d'Hippocrate qui prend le bord assez rapidement quand il est question de sa propre vengeance. Personnage donc qui, face à l'amour perdu, n'a plus rien à perdre et prend tous les moyens nécessaires afin d'assouvir sa vengeance, passant même par-dessus ses valeurs et ses principes.
Je reviens sur le fait que j'insiste, Le Vieux Fusil est un film d'amour. J'en veux pour preuve une des dernières séquences de flashback du film où il est pratiquement résumé tout le scénario. Ceci résume entièrement le début, le milieu et la fin du film. C'est à la fois la question, la réponse et la réplique principale. Et on y retrouve aussi la conclusion. Pourquoi vous me regardez comme ça? Je vous aime. Mais vous êtes fou. Ça peut paraître un peu candide, naïf et simpliste de résumer le film comme ça, mais d'un autre côté, ça ne l'est pas plus que certains l'ont fait en évoquant seulement la vengeance, la haine, la guerre, le sang. Ce qui ajoute clairement de la profondeur au personnage de Dandieu, c'est quand on prend la peine de retenir les courts passages où on peut voir qu'il est visiblement très anxieux de la véracité des sentiments que Clara éprouve pour lui. Plus d'une fois, on comprend que le doute et la peur de l'abandon, comme a fait sa première femme, planent tout autant dans l'esprit de Dandieu. Et c'est peut-être justement ça qui va le rendre déconnecté, ne pas savoir réellement. Son avant-dernière vision est celle de sa première rencontre avec Clara, qui soulève en lui la question. Pourquoi a-t-elle voulu de lui? C'est à travers des décors baignant catégoriquement le plus souvent dans le néo-romantisme que le personnage de Dandieu part faire sa vendetta. Décors qui ont vu à la fois le bonheur de ce même personnage évoluer au fil des années et qui constatent la puissance de sa déchéance et le chaos dont cet homme calme est capable. Passant d'une Montauban détruite, ravagée et au bord du chaos, au petit hameau de campagne tranquille ensoleillé, ou bien au travers des souterrains sombres et humides, ce film nous fait traverser tout autant de décors que d'émotions. Petit aparté. Au début du film, au moment où les Allemands commencent à déserter l'hôpital, la naissance de jumeaux survient. Dandieu lance alors avec éloquence « Ah ben c'est très bien. Deux qui s'en vont, deux qui arrivent. Quel équilibre. » Ouch! J'ajoute à ça qu'il y a plusieurs échos visuels, idées métaphoriques et poétiques dans le film, qui vaut la peine quand même d'être soulignés. Non seulement il trouve le fusil dans le clocher de l'église, mais il l'astique à l'aide d'un linge eucharistique, tout juste après avoir détruit des sculptures saintes dans l'église. Une image forte de sa foi en Dieu qui s'écroule. Le flashback de Clara, qui allume le feu de la fête du village, arrive très peu après celui où Dandieu s'imagine la scène de sa mort. L'idée du miroir sans fond, qui est à maintes fois abordée dans le film, peut être vue comme l'idée d'une éternelle tirade entre Clara et Dandieu, entre Dandieu et lui-même, et entre Dandieu et les assassins de sa famille. Le miroir envoie une image fidèle de la personne qui se regarde dedans. Il est donc chargé d'une forte connotation symbolique. Il est souvent associé à la vérité, comme le miroir magique de Blanche-Neige des frères Grimm. On peut aussi le voir comme l'inverseur de la vérité, comme dans le livre écrit par Miguel de la Cervantes, j'ai nommé Don Quichotte, avec le personnage du Chevalier des Miroirs. Le miroir peut aussi avoir comme symbolique une porte ou une limite vers un autre monde, mise en valeur dans le livre De l'autre côté du miroir de Lewis Carroll, la suite d'Alice au Pays des Merveilles. L'idée des sous-sols et des souterrains où Dandieu se réfugie, qui, tel un animal dans son terrier, attend le bon moment pour sortir. Souterrains qui peuvent être considérés comme des grottes. Et celles-ci sont les plus anciens lieux de culte de l'humanité, considérés comme étant aussi l'antre de monstres et des endroits où est caché un trésor. C'est donc par son culte voué à Clara que Dandieu va peu à peu se transformer en monstre, monstre qui part à la recherche de son trésor pour le protéger. En vain, malheureusement. Sans oublier ce fameux freeze du début, cette longue pause d'une minute qui affiche cette image parfaite de la petite famille de Dandieu. Image qui fait écho partout dans le film et qui plus est, qui trouve sa dernière vibrance éloquente d'émotion dans les dernières images du film. Le dernier souvenir, le seul souvenir qui reste à Julien Dandieu. Je m'en voudrais de ne pas reparler de la fameuse trame sonore de François de Roubaix.
mort juste avant la sortie du film, ce qui est dommage car il a remporté un César à titre posthume pour cette trame sonore. Le gagnant est François de Roubaix. Musique intelligente, tout en rupture dramatique, simple, puissante et d'une éloquence scénaristique rarement vue dans ce genre de film à l'époque. Non seulement elle n'est pas en continu, mais elle aborde les moments de silence avec une précision chirurgicale, tout comme elle empoigne solidement le contemplateur avec des sons intenses et mis particulièrement de l'avant lors de scènes plus intenses. Ce qui me console beaucoup, c'est qu'à sa sortie, à l'époque, le public français ont bel et bien répondu « Présent !» puisqu'il a obtenu plus de 3 340 000 entrées au cinéma. Il a par la suite obtenu 3 Césars, un pour le meilleur film, un autre pour le meilleur acteur Philippe Noiret et un autre pour la meilleure musique, celle de François de Roubaix. Il a par la suite, 10 ans plus tard, lors d'un vote spécial du public, obtenu le César des Césars. Ce film a marqué les esprits et les créateurs d'autres générations. Je pense entre autres au film C'est arrivé près de chez vous, qui est un documentaire parodique à humour noir, œuvre belge en noir et blanc de Rémi Belvaux, André Bonzel et Benoît Poelvoorde, sorti en 92, que je vous recommande chaudement 2 fois plutôt qu'une. Film donc où le personnage principal, après avoir éclaté la gueule d'un mec sur le lavabo, dit, et je cite... André, Rémi, ça ne me rappelle rien, ça. Le vieux fusil. Philippe Noiret. Bon film, ça. Franco, viens ici. Mets ton micro là. Ça, c'est de moi. C'est pas le gros Noiret, ça. Une popularité jamais démentie tout simplement parce que la majorité des gens considèrent Le Vieux Fusil comme un film mythique. Ce qui est d'autant plus admirable pour un film toujours conspué par une très grande partie de la critique. Et c'est ainsi que finit notre émission et je m'interroge sur quel film je vais bien pouvoir vous parler la prochaine fois. Car avec Le Vieux Fusil, ça fait toujours bien 3 bons films dont je vous parle. Ouais. Il serait peut-être temps que je m'intéresse à un film qui en vaut pas la peine. Hein? Un film mauvais. La crème de la crème, là. Un film de marde. Mais vraiment, là, quelque chose d'intense. Que personne n'a jamais vu vraiment. Puis qu'on comprend dès les premières minutes. Je le sais. Wow.